100%. C'est un chiffre d'une pureté absolue et pourtant, c'est un chiffre qui donne vraiment le vertige. 100% des femmes traversent ou traverseront la ménopause. C'est une certitude biologique. Et malgré ça, la très grande majorité des femmes arrivent à cette étape avec zéro information. Absolument zéro information solide, oui. Voilà, aucune donnée claire sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de leurs propres cellules. Et c'est l'un des angles morts les plus massifs de notre société. C'est un paradoxe fascinant et surtout très lourd de conséquences. Et pour explorer ce décalage aujourd'hui, nos sources s'appuient notamment sur un document fondamental. Le rapport parlementaire d'avril 2025 mené par la députée Stéphanie Rist, qui dresse un constat très sévère sur ce déficit d'information. Un constat vraiment glaçant quand on le lit. Ah bah tout à fait. Et notre mission dans cette exploration d'aujourd'hui, c'est pas du tout de prescrire quoi que ce soit. C'est vraiment de décortiquer la mécanique. Parce que, vous voyez, comprendre sa physiologie, c'est pas un caprice intellectuel. C'est la condition sine qua non pour arrêter d'avoir peur et pour cesser de subir des symptômes mystérieux. Exactement. Et pour pouvoir enfin discuter d'égal à égal avec les professionnels de la santé. Mais je pense que ça commence d'abord par un grand nettoyage des idées reçues, non? Ah bah c'est la base, oui. Parce que la ménopause, c'est pas une maladie, c'est pas une punition, et c'est surtout pas le signe qu'on a raté son hygiène de vie. C'est une transition universelle, mais pour bien saisir ce qui s'arrête, il faut d'abord regarder le moteur quand il tourne à plein régime. C'est la meilleure façon de procéder. Concrètement. Alors pour bien comprendre, il faut s'éloigner de l'idée que tout se passe uniquement dans les ovaires. Les ovaires, c'est pas des travailleurs indépendants. Ils font partie d'une chaîne de commandement très stricte, c'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. D'accord, donc ça commence plus haut. Voilà, tout commence dans le cerveau. Au niveau de l'hypothalamus, c'est une petite structure de la taille d'une amande environ, qui est le véritable chef d'orchestre de notre biologie. Ça régule la faim, la température, le sommeil et bien sûr la reproduction. Une vraie tour de contrôle, en fait. C'est exactement ça. Et ce chef d'orchestre libère une hormone primaire, la GnRH. Mais la subtilité, et c'est là que c'est fascinant, c'est qu'il ne verse pas cette hormone en continu. Il la libère par pulsation. Un peu comme un battement ou un métronome biologique. Parfaitement. Un métronome. Et ce tempo pulsatif, il est vital. Si le métronome se bloquait sur une libération continue, l'usine s'arrêterait complètement. Ce signal en morse, il est capté par une glande située juste en dessous, l'hypophyse. Le contremaître, si je comprends bien. C'est le contremaître, oui. L'hypophyse décode le signal de la GnRH et libère à son tour deux autres hormones dans le sang, la FSH et la LH. Et là, le nom de la FSH est très parlant. C'est l'hormone folliculostimulante. Donc elle va stimuler les follicules. Exactement. Son seul travail, c'est de voyager jusqu'aux ovaires et de crier en quelque sorte, réveiller un follicule, préparer un ovocyte et produisez des œstrogènes et de la progestérone. Si j'essaie de visualiser ça, c'est le même principe que le système de chauffage central d'une maison. L'hypothalamus, c'est le thermostat intelligent collé au mur du salon. Il lit la température et il envoie un signal électronique à la chaudière, qui est l'hypophyse. Très belle analogie. Et donc la chaudière s'allume, pousse l'eau chaude vers les radiateurs, nos ovaires. Les ovaires chauffent la pièce en produisant des œstrogènes. Le thermostat détecte qu'il fait bon et du coup, il ralentit la cadence. C'est l'illustration parfaite de ce que les biologistes appellent une boucle de rétroaction négative. Tant que les radiateurs répondent, le système est super fluide. Mais à la ménopause, le thermostat ne se casse pas, l'hypophyse ne s'éteint pas. Ah, donc le cerveau continue de demander de la chaleur. Au contraire, oui, le thermostat détecte qu'il fait froid, donc il hurle à la chaudière d'envoyer de l'énergie. L'hypophyse produit de la FSH en quantité astronomique pour forcer les ovaires à travailler. Mais les ovaires, ils sont épuisés de leur stock de follicules et ils ne répondent plus. La communication est rompue. Sauf que, du haut de mes 47 ans, je vois bien autour de moi, et puis dans nos sources, que le radiateur ne s'éteint pas gentiment du jour au lendemain. On passe pas d'une chaleur tropicale à un hiver polaire en 24 heures. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a cette fameuse zone de turbulence qu'on appelle la périménopause. Et on lit que ça peut durer des années, entre 2 et parfois même 10 ans. Mais que se passe-t-il dans les cellules à ce moment précis? Alors, c'est vraiment la phase de chaos mécanique. On utilise souvent l'image des montagnes russes, mais sur le plan biologique, c'est plutôt comme une voiture qui tombe en panne d'essence. Elle broute, quoi. Voilà, le moteur s'arrête pas doucement en glissant sur l'autoroute. Il broute, il fait des à-coups violents, il s'emballe dans un sur-régime hyper bruyant avant de caler, puis il repart brièvement. Les ovaires font exactement ça. Et pourquoi ces à-coups? Parce que leurs réserves de follicules sont de qualité très inégale. Parfois, ils ignorent les ordres du cerveau,
Et parfois, ils réagissent de manière excessive et produisent des pics d'œstrogène faramineux, suivis évidemment de chutes vertigineuses. C'est pour ça que faire une prise de sang à ce moment-là pour doser les hormones, ça ne sert à rien. Totalement inutile sur le plan clinique, oui. Le dosage du lundi matin n'aura absolument rien à voir avec celui du jeudi après-midi. Ce que je saisis pas bien, c'est que si la machine s'épuise et s'arrête, on devrait juste ressentir de la fatigue, non? Une sorte de ralentissement. Mais les témoignages décrivent tout l'inverse. Ah oui, c'est souvent très intense. Pourquoi on a ces insomnies brutales, cette irritabilité à fleur de peau, cette sensation d'être sur les nerfs en permanence? Ça n'a pas de sens si on manque juste de carburant. Et c'est là qu'intervient une nuance physiologique cruciale, et souvent complètement ignorée par le grand public. La chronologie de la chute hormonale. Les œstrogènes ne sont pas les premiers à disparaître. Attendez, ce n'est pas l'œstrogène qui chute en premier? Et non, la première qui chute, de manière drastique, c'est la progestérone. Il faut se rappeler que la progestérone, elle est sécrétée par le corps jaune qui se forme uniquement après une ovulation. Or, en périménopause, les ovulations deviennent chaotiques et s'espacent. Donc sans ovulation, pas de progestérone. C'est ça. Et la progestérone, c'est pas qu'une hormone de fertilité, hein. C'est la véritable pédale de frein de notre système nerveux. Un frein pour le système nerveux. Nerveux. C'est-à-dire? Oui, ces métabolites, notamment ce qu'on appelle l'allopregnanolone, se fixent sur des récepteurs très spécifiques dans le cerveau, les récepteurs GABA-A. Pour vous donner une idée, ces récepteurs, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont ciblés par les anxiolytiques ou les somnifères. Ah ouais? La progestérone calme l'anxiété, elle favorise le sommeil profond et elle contrebalance l'effet excitant des oestrogènes. Mais c'est une révélation biologique majeure de comprendre ça. Donc quand on a les seins tendus, des règles qui deviennent soudain très abondantes et qu'on ne dort plus, c'est pas qu'on a trop d'oestrogène dans l'absolu, c'est qu'on n'a plus la progestérone pour calmer le jeu. Exactement. C'est ce que les documents appellent l'hyperoestrogénie relative. On se retrouve avec un corps sous l'influence d'une hormone stimulante, mais sans aucun amortisseur. Le système nerveux est complètement à vif. Tout à fait. Et comprendre ce déséquilibre, c'est déjà un immense soulagement. Ça permet de réaliser qu'une irritabilité soudaine, c'est pas un défaut de caractère, c'est pas un craquage psychologique, c'est une défaillance transitoire des récepteurs GABA-A causée par l'effondrement de la progestérone. D'accord, mais à un moment donné, ce moteur qui broute finit par vraiment caler. Les ovaires rendent les armes et la ménopause s'installe. Et là, je l'avoue très humblement, pendant longtemps, je croyais que les œstrogènes ne servaient qu'à la fertilité, que leur unique job, c'était de préparer le corps à une éventuelle grossesse. C'est l'un des mythes les plus tenaces, oui. Et ça a causé beaucoup de tort à la prise en charge médicale. En fait, les œstrogènes sont des hormones systémiques. Imaginez qu'ils possèdent des serrures, ce qu'on appelle des récepteurs alpha, bêta, et un découvert plus récemment qu'on nomme GPR30. Et ils sont où, ces récepteurs alors? Ils sont disséminés dans près de 300 tissus différents dans le corps. 300 tissus? Mais donc ça se limite pas du tout à l'appareil reproducteur. Mais alors, loin de là. Il y en a dans les parois intérieures de vos vaisseaux sanguins, dans vos os, dans vos articulations, dans les cellules de la peau qui fabriquent le collagène, et de manière extrêmement dense, dans le cerveau. Dans le cerveau? Mais qu'est-ce qu'ils y font? Les oestrogènes modulent la plasticité cérébrale. Ils influencent directement la production de sérotonine et de dopamine. Oh, ce qui explique ce fameux brouillard mental dont on entend parler. Cette sensation terrifiante de chercher ses mots, de perdre sa concentration au milieu d'une phrase. Beaucoup de femmes s'en plaignent et on leur dit qu'elles sont juste stressées par le boulot. Oui, on minimise souvent. Mais il y a une véritable signature neurobiologique derrière ça. La chimie du cerveau est physiquement altérée par le retrait des oestrogènes. Mais le chef-d'œuvre de cette interaction cerveau-hormone, c'est l'explication mécanique des bouffées de chaleur. Ah, la fameuse bouffée de chaleur. Qu'est-ce qu'on a découvert? Pendant un siècle, la médecine a observé ce symptôme sans le comprendre. Aujourd'hui, on a identifié les coupables. Ce sont les neurones KNDY, nichés dans l'hypothalamus. KNDY. Comme le mot candy en anglais, KNDY, c'est ça. C'est l'acronyme des 3 molécules que ces neurones sécrètent. La kispeptine, la neurokinine B et la dynorphine. Et ces neurones sont directement connectés au centre de thermorégulation du cerveau. Le fameux thermostat dont on parlait au début. Oui, et pendant 40 ans, les œstrogènes agissent comme une main posée fermement sur ces neurones, pour les maintenir sous contrôle. Mais quand les œstrogènes disparaissent brutalement, la main se lève. Les neurones qu'a on dit, libérés de ce frein, s'hyperactivent et s'emballent complètement. Et ils inondent la zone de neurokinine B. Et elle fait quoi, cette neurokinine B, concrètement? Elle envoie un faux message d'alerte rouge au cerveau.
Elle lui fait croire que la température interne du corps vient de grimper dangereusement. Une fausse surchauffe, hein. C'est ça. Le cerveau panique face à cette fausse surchauffe et déclenche en urgence tous les mécanismes de rafraîchissement. Les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent violemment, c'est la rougeur, et les glandes sudoripares expulsent de l'eau, c'est la sueur. Mais c'est incroyablement libérateur de savoir ça. De se dire, c'est pas dans ma tête, c'est pas une crise d'angoisse, c'est juste mon frein biologique qui a sauté dans mes neurones qu'a La physiologie est toujours déculpabilisante, c'est vrai. Savoir que c'est une vulgaire décharge de neurokinine B qui fait transpirer à grosses gouttes en pleine réunion, ça retire tout le côté dramatique ou même honteux de la chose. Tout à fait. Mais il faut aussi regarder la suite. Parce qu'une fois ce constat posé et la ménopause officiellement déclarée, c'est-à-dire après 12 mois consécutifs sans règles, que se passe-t-il dans ce corps en carence? Justement, j'allais vous poser la question. Les bouffées de chaleur, c'est épuisant, mais on se dit souvent que le corps va finir par s'y habituer, qu'une fois la tempête passée, on est tranquille. C'est pas le cas, hein? C'est une perception très courante, mais qui est un peu dangereuse. Il faut diviser les conséquences en 3 temps, en fait. À court terme, oui, ce sont les symptômes vasomoteurs, ces fameuses bouffées de chaleur qui touchent près de 80% des femmes et qui durent en moyenne 7 ans. Et ensuite? Ensuite, à moyen terme, c'est là que le silence s'installe, avec ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique mécaniquement parlant? Eh bien, sans l'imprégnation estrogénique, les tissus de la vulve, du vagin, de la vessie et de l'urètre perdent leur collagène et leur élasticité. Les muqueuses s'affinent à l'extrême. Ce qui crée l'inconfort dont on entend parfois parler. Voilà. Ça crée une sécheresse, des douleurs et une vulnérabilité majeure aux infections urinaires à répétition. Et le problème, contrairement aux bouffées de chaleur qui finissent généralement par s'estomper, c'est que le syndrome génito-urinaire ne guérit jamais seul. Il s'aggrave avec les années si on ne le prend pas en charge. C'est typiquement le genre de dommage collatéral invisible dont personne ne parle. Exactement. Et sur le long terme, c'est là qu'interviennent les os et le cœur. Oui, nos sources mettent beaucoup en garde là-dessus. Mais encore une fois, on manque d'explications sur le pourquoi du comment. Que se passe-t-il avec les os? Pas inerte. C'est un chantier permanent. Des cellules construisent de l'os neuf et d'autres, qu'on appelle les ostéoclastes, détruisent le vieil os pour faire de la place. Les œstrogènes, normalement, ils modèrent l'appétit de ces ostéoclastes destructeurs. Donc, sans œstrogène, Les destructeurs n'ont plus aucune limite. Le résultat, c'est une perte de densité osseuse qui peut atteindre 20% dans les 5 à 7 premières années. C'est un vrai boulevard vers l'ostéoporose. 20%, c'est énorme. Et pour le cœur alors? Pour le cœur, c'est une histoire de flexibilité vasculaire. L'endothélium, la paroi interne de vos artères, est tapissée de récepteurs aux œstrogènes. Ces hormones maintiennent vos artères bien souples, capables de se dilater. J'ai justement lu une donnée dans nos sources qui m'a glacé le sang. Elles indiquent que des bouffées de chaleur sévères ne sont pas juste inconfortables, elles augmenteraient le risque cardiovasculaire de 70%. Mais quel est le lien biologique entre transpirer la nuit et faire une crise cardiaque? C'est une excellente illustration de l'impact systémique. Quand les oestrogènes disparaissent, les vaisseaux deviennent rigides. Des bouffées de chaleur très sévères, c'est souvent le marqueur extérieur que les vaisseaux sanguins peinent à s'adapter à cette rigidité. Ah, je vois. Donc, c'est pas la sueur qui abîme le cœur, c'est la perte de flexibilité de l'artère. La bouffée de chaleur, c'est juste le voyant d'alerte qui clignote sur le tableau de bord. Mais alors attendez, il faut qu'on aborde l'éléphant dans la pièce. Si cette mécanique est purement biologique et concerne vraiment toutes les cellules, pourquoi est-ce si inégale? C'est la grande question. Oui, parce qu'on lit partout sur Internet, dans cette culture du bien-être un peu toxique, que le yoga, la méditation ou boire du thé vert peuvent effacer les symptômes. Si ma voisine de palier n'a aucune bouffée de chaleur, est-ce que c'est juste parce qu'elle fait mieux ses séances de pilates que moi? Alors là, il est impératif de tordre le cou à cette culpabilisation ambiante. Non, la génétique de la voisine n'a rien à voir avec son niveau de pilates. Les statistiques sont têtues. Près de 87% des femmes ressentent des symptômes, dont un quart de manière sévère. Donc, qu'est-ce qui explique la différence? La différence de sévérité repose avant tout sur le métabolisme génétique de chacune, sur la densité de leurs récepteurs hormonaux et sur leur terrain médical de base. Par exemple, y a-t-il un historique de thyroïde capricieuse, un syndrome des ovaires polykystiques passé inaperçu? C'est ça qui joue vraiment. Donc le message clair, c'est que l'hygiène de vie ne peut pas remplacer ce que les ovaires fabriquaient. Exactement. Avoir une hygiène de vie irréprochable, faire du sport, bien manger, préserver son sommeil, c'est super important pour protéger la masse musculaire et la santé cardiaque.
Mais aucune plante, aucune routine matinale ne va réactiver les récepteurs GABA-A ni recréer une sécrétion ovarienne. C'est un mur biologique en fait. Voilà. Pousser les femmes à croire qu'elles gèrent mal leur ménopause parce qu'elles transpirent, c'est nier la science pour vendre de la culpabilité. C'est un point que le rapport de Stéphanie Rist souligne vigoureusement d'ailleurs. Mais ça soulève un immense paradoxe. Si les symptômes sont réels, mécaniques et parfois dangereux, pourquoi, en France aujourd'hui, à peine 6% des femmes prennent un traitement hormonal substitutif? C'est vrai que le chiffre est bas. Comment est-ce possible? Pour comprendre cet effondrement, parce qu'il y a 25 ans on était autour de 30%, il faut remonter à une onde de choc médical mondiale, l'étude WHI de 2002. La Women's Health Initiative, c'est ça. C'est ça. Les premières conclusions publiées ont annoncé que le traitement hormonal augmentait les risques de cancer du sein et de maladies cardiovasculaires. La panique a été immédiate et totale. Les médecins ont arrêté de prescrire et les patientes ont jeté leur boîte. Sauf que nos sources montrent aujourd'hui que ces résultats ont été très mal interprétés. Qu'est-ce qui clochait dans cette fameuse étude? Le diable est dans les détails méthodologiques, comme souvent. Quand on a repris les données à tête reposée, on a réalisé qu'il y avait de gros biais. Déjà, l'âge moyen des femmes dans cette étude était de 63 ans. Beaucoup avaient déjà des artères endommagées ou étaient en surpoids. Ah oui, c'est pas du tout le profil d'une femme de 50 ans au début de sa ménopause. Exactement. Et en plus, on leur a administré des hormones de synthèse par voie orale très longtemps après le début de leur ménopause. Appliquer ces risques à une femme de la cinquantaine, en bonne santé, qui commence un traitement transdermique dès l'apparition des symptômes, c'est une aberration scientifique. C'est incomparable. Le risque zéro n'existe pour aucun médicament, c'est une évidence. Mais la balance bénéfice-risque pour la majorité des femmes qui souffrent a été tragiquement faussée par cette panique de 2002. C'est terrifiant de penser qu'une erreur d'interprétation a privé des millions de femmes d'une qualité de vie décente pendant plus de 2 décennies. Et c'est justement tout l'objectif de notre exploration aujourd'hui, de ramener les données à leur juste place. Absolument. Parce que face à cette transition, il n'y a pas une bonne et une mauvaise décision universelle. Que le choix se porte sur un traitement hormonal, sur des alternatives non hormonales validées ou sur une approche combinée, ce qui compte, c'est le processus de décision. Un processus qui doit être individuel, libre et éclairé par la science. Décider de ne pas prendre de traitement, c'est un droit absolu, à condition que ça repose sur la compréhension de ses propres facteurs de risque. Naturel, c'est là qu'est l'injustice. Le savoir redonne vraiment le pouvoir d'agir. Le droit de choisir en connaissance de cause, c'est essentiel. Et surtout, le droit d'être écouté quand on décrit ce chaos intérieur. En démystifiant les neurones KND, le rôle du cerveau et le fonctionnement de nos cellules, on réalise à quel point la machine humaine est prodigieuse même quand elle s'arrête. C'est vrai. Et d'ailleurs, si on prend un peu de recul, ça nous pousse à une réflexion encore plus vaste. C'est-à-dire? Eh bien, maintenant que la biologie a fait son travail, qu'on sait exactement pourquoi une femme sur 2 ne dort plus ou a l'impression d'étouffer, la question n'est plus seulement médicale, c'est une question de société. Ah, ça c'est très juste. À quel moment nos environnements professionnels, nos open space, nos rythmes de travail vont-ils s'adapter à cette physiologie? On exige d'une femme de 50 ans la même linéarité de performance qu'à 30, alors que son système nerveux central subit une refonte complète. C'est une perspective vraiment puissante pour conclure. Puisqu'il est question du thermostat de notre corps, peut-être qu'il est grand temps de commencer à régler la température de notre société. Ce serait pas du luxe. D'arrêter de demander aux femmes de dissimuler la chaleur de leurs neurones et de construire enfin un environnement capable de les accueillir telles qu'elles sont. C'est en tout cas une réflexion à garder en tête bien après cette exploration.